Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois d'avril, j'ai eu du mal. Et j'ai pas mal de bouquins à vous présenter parce que j'ai lu 5 romans en avril, ce qui est quand même pas mal. Et en réalité, un 6e en cours, donc un beau mois franchement. Et en plus de ça, j'ai lu un peu de tout parce que j'ai lu un thriller, une dystopie, un roman contemporain, un roman historique et un roman graphique. Donc il y a vraiment de tout. Mais il y a eu aussi des déceptions, donc on va commencer sans plus tarder. Donc en tout premier, j'ai lu le thriller La Maison en Lumière de Donato Carisi, qui est un tome 3. Et je n'ai jamais lu les tomes précédents, mais parce qu'en fait, ce roman-là, je l'ai gagné dans un concours il y a un peu plus d'1 an. Et je ne savais pas que c'était un tome 3, mais en fait, ça peut se lire sans problème, parce qu'en fait, chaque tome peut plus ou moins se lire indépendamment les uns des autres. Pour le coup, j'avais pas lu du coup donc les tomes précédents et croyez-moi, j'ai réussi à comprendre l'histoire sans problème parce qu'en fait, c'est une nouvelle enquête. Donc même si on ne sait pas ce qui se passait dans les tomes précédents parce qu'il y a parfois quelques parallèles ou quelques allusions, on arrive quand même à comprendre. Mais donc dans ce tome 3, nous avons Pietro Gerber, je sais pas comment on doit prononcer parce que c'est à l'italienne en fait, qui donc est un hypnotiseur d'enfants qui à la base est vraiment de grande renommée, sauf que justement on comprend que suite à son enquête précédente, qui donc a eu lieu dans le tome 2, sa carrière a pris un sacré coup parce que plus ou moins ça a été un échec. Et donc on voit en fait un peu un homme qui est complètement dévarié, qui est dépressif, qui en plus de ça a plus ou moins perdu la garde de son enfant, avec sa femme ils se sont séparés, enfin bref, il a vraiment une vie catastrophique et il se laisse un peu aller, vraiment il prend pas soin de lui ni rien. Et il a pas trop de clients, c'est un peu compliqué. Sauf que très vite une nouvelle enquête va se retrouver sur son chemin puisque une jeune femme un jour vient dans son cabinet complètement désespérée et lui parle d'une petite fille qui à première vue peut-être souffrirait de schizophrénie. Et au départ lui il veut pas prendre justement ce cas-là en charge, mais il va finir évidemment par changer d'avis et là on rentre dans une histoire beaucoup plus compliquée que ça et très vite il se rend compte parce que cette petite fille qui semble donc souffrir de troubles schizophréniques fait allusion à des événements de son enfance à lui très précises et enfin très précis pardon et donc il se dit mais comment c'est possible et là il commence à se dire mais est-ce qu'en fait elle aurait réellement un lien avec des personnes mortes parce que là on dirait que son ami imaginaire est littéralement un ancien ami à moi de mon enfance. Donc bref, j'en dévoile pas plus, mais j'ai bien aimé franchement, c'était donc mon premier roman de cet écrivain-là qui à première vue de ce que j'ai compris est quand même vachement connu dans l'univers des thrillers. Là en l'occurrence c'est vraiment un thriller psychologique. C'est très important puisque je vous dis il y a tous les termes psychiatriques, on a un hypnotiseur, donc un monsieur en plus qui vraiment s'y connaît dans la psychiatrie de l'enfance avec tous les différents troubles psychiques, etc. Et je me suis régalée déjà rien que sur cet aspect-là parce que j'ai pu en apprendre plein. Enfin, je veux dire, j'ai appris plein de choses sur ça parce que par exemple, le trouble schizophrène, je connais pas tant de choses que ça. J'avais peut-être même un peu des clichés sur cette maladie-là et au final, en fait, on apprend plein de choses, même l'hypnose en elle-même. Je trouve que c'est assez fascinant de voir à quel point c'est facile d'hypnotiser des personnes et tout ce qu'on peut en fait justement faire ressortir grâce à ça. Et puis aussi l'histoire en elle-même m'a captivée parce qu'il y a eu beaucoup de rebondissements. Au final, la fin, je l'ai pas trop venue venir. Donc au final, j'ai passé un agréable moment. J'étais vraiment tout le long happée par l'histoire et franchement, je l'avais dévoré assez vite. Après, je sais pas trop quoi vous dire de plus parce que je veux pas non plus que la vidéo soit trop longue vu que j'ai quand même 5 ouvrages à vous présenter. Mais c'était un bon thriller psychologique. Il y a peut-être quelques éléments qui m'ont un peu dérangée, ou que j'ai trouvé peut-être un peu tiré par les cheveux, mais en soi, je sais pas, j'ai bien aimé et j'ai envie de lire la suite. Toutes les analyses en fait que faisait donc Pietro pardon, me fascinaient en fait, que ce soit sur autrui ou même sur lui-même, je trouvais ça mais super intéressant. Ensuite, j'ai lu le tout dernier Hunger Games, le lever de soleil sur la moisson, quelque chose comme ça.
parce que je l'ai lu en anglais, c'est pour ça moi j'ai le titre anglais en tête, donc de Susan Collins, et j'ai fait une vidéo dessus, je vais vous mettre un lien par là pour vous rediriger vers la vidéo, parce que j'en parle en détail, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce roman, mais malheureusement pas en bien. J'aime beaucoup l'univers de base, mais là, ça a été l'énorme déception et limite la colère envers l'écrivaine parce qu'elle nous prend un peu pour des pigeons. Après, bon, ça cartonne quand même, hein, les gens adorent ça, mais parce que voilà, ça vise vraiment un public particulier et tout ce que j'ai à dire, c'est fan service. Donc, je vais pas en parler plus que ça, honnêtement, je pense que je vais juste m'arrêter là. Je n'ai pas du tout, pas du tout, pas du tout aimé. J'ai revendu direct le bouquin. Voilà, si vous voulez en savoir plus, que ça attise votre curiosité, allez voir la vidéo, mais je ne parlerai plus de ce bouquin désormais. Voilà, c'est fini. Ensuite, alors là par contre, ça a été une très 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 belle découverte, ou du moins une très belle lecture. J'ai lu La tendresse des autres par Sophie Tallement. Et donc c'est mon deuxième roman de cette écrivaine. J'avais déjà lu l'année dernière Nos cœurs silencieux, je crois que c'était le titre. Et bah là, c'était mon deuxième roman et j'ai encore plus aimé parce que les sujets m'ont beaucoup parlé. Mais donc, de quoi ça parle? On va suivre en fait Lucie, qui est une mère de famille qui a 2 enfants, Thibaut et une petite dont j'ai oublié le prénom, mais parce que peu cher, on la voit pas tant que ça, la petite. Et par contre, son mari, c'est Michael, ça je m'en rappelle. Et en fait, bah, sa vie de famille à Lucie va être complètement chamboulée le jour où Thibaut va avoir un accident. Un accident qui va mener à ce que l'une de ses jambes soit amputée au niveau du genou. Et donc suite à ça, ça veut dire qu'il va devoir avoir beaucoup de rééducation parce qu'il va pouvoir bénéficier d'une prothèse, mais pour ça, pour réussir à bien l'utiliser, pour s'y habituer, il faut faire beaucoup d'exercices, etc. Sauf que Thibaut, depuis cet accident, bah, il est complètement morose et il n'a pas envie de remarcher en fait. Il abandonne un peu. Et donc on va suivre Lucie qui va décider de se mettre alors je crois que ça s'appelle plus ou moins congé familial. En tout cas, voilà, de mettre de côté le boulot pour prendre soin de quelqu'un de sa famille qui est dans le besoin justement d'aide médicale, etc. Et donc elle va faire école à la maison, mais elle va aussi aider essayer du moins d'aider son fils pour un peu retrouver le sourire. Et donc on va suivre tout ça, cette vie de famille en fait, donc à travers ce combat pour que Thibaut justement reprenne un peu goût à la vie et soit à nouveau on va dire un peu pas joyeux mais en tout cas apaisé, et puis aussi la vie de famille en elle-même, notamment la relation de couple entre Lucie et Michael qui s'effrite, qui s'étiole parce que ils ne communiquent pas ou pas assez, et surtout depuis l'accident de Thibaut. Et donc vraiment on va voir en fait comment une famille va essayer de se reconstruire à travers différents problèmes en fait qui s'accumulent un peu et qui mutuellement se tirent un peu vers le bas. Et donc j'ai adoré parce que Sophie Tallement a un don pour parler et raconter des personnages, parce que je vous dis, à chaque fois que je lis, voilà, c'est que la deuxième fois, hein, mais je pense que c'est ça à chaque fois que je lis du Sophie Tallement, mais à chaque fois qu'elle nous parle de personnages, on a vraiment ce sentiment que ces personnes-là existent dans la vraie vie et que c'est juste en fait une biographie, tout simplement. Parce que elle arrive vraiment à refléter les pensées et les personnalités humaines et les interactions entre elles et toute la complexité en fait de ces relations-là, justement avec ces problèmes de communication, ces non-dits, cette intériorisation qu'on peut avoir plus à une échelle plus ou moins forte selon les personnes. Enfin, à chaque fois, moi, je suis bluffée et je m'identifie énormément au personnage parce que pour le moment, des 2 romans que j'ai lus d'elle, il y a toujours ce gros problème de communication où on ne se dit pas les choses clairement, on n'est pas un peu frontal, où on a tendance à pas vouloir froisser l'autre, où on veut rester un peu dans son coin, et en fait on fait que envenimer la situation. Et donc franchement, par rapport même à des éléments de ma vie personnelle, je pense que indirectement ça a eu un impact pour que moi-même je finisse par faire certaines choses avec certaines personnes, sans déconner, hein, vraiment. Et je trouve ça extrêmement fort en fait, vraiment. C'est pour ça que j'aimerais bien la rencontrer un jour pour parler avec elle. Mais je vous dis, c'est puissant. C'est vraiment juste puissant. Et donc forcément, ça nous parle, on s'identifie au personnage, même si on vit pas forcément les mêmes événements qu'eux. En fait, c'est des thématiques, en fait, tellement au final profondes et en même temps générales, dans le sens où, en fait, sur plein d'aspects, que ce soit... Parce que là, on parle quand même d'un gamin, voilà, qui a été amputé, mais en fait, la relation, par exemple, entre Lucie et Michael, c'est un peu ce qui arrive à tout le monde dans plein de circonstances et de situations différentes au final. Et donc,
Je vous dis, j'ai adoré cette lecture, j'ai été énormément émue, j'ai eu les larmes aux yeux à une ou deux reprises, et pourtant c'est pas trop mon genre de pleurer devant des romans, enfin c'est très très rare, franchement. Mais j'ai adoré, j'ai dévoré, et je pense que c'est le genre de bouquin que pour le coup je pourrais relire, franchement, parce qu'en plus c'est tout petit donc ça se lit très vite. Mais voilà, je vous dis juste pour en fait ce don de représenter la vie humaine telle qu'elle est, de façon très brute en fait, vraiment telle qu'elle. Y a pas, elle cherche pas à enjoliver les choses, vraiment, elle les montre telles qu'elles sont, et parfois c'est douloureux. Mais en même temps, à la fin, et c'est ça que j'aime avec le roman de Sophie Tallement, c'est qu'il y a toujours une résolution de tout ça, et les personnages justement finissent par avancer. Il y a vraiment une évolution qui a amené pas un changement total de leur personne, parce que ce serait pas réaliste puisque personne ne change du tout au tout, très rarement d'ailleurs, même de manière générale, mais au moins une évolution et des efforts en fait qui sont faits par les personnages, et donc j'adore, vraiment j'adore, je vous recommande de le lire. Ensuite j'ai lu, et alors là j'ai moins aimé, mais je pensais pas que j'aimerais pas trop ou que je serais un peu mitigée. Mademoiselle Spencer, écrit par Christine Orban, qui est donc plus ou moins un roman historique et une biographie mi-fictive, mi-réelle, puisque, comme vous pouvez peut-être déjà le deviner au titre et à la couverture, on parle de Princesse Diana ou Diana Spencer tout simplement. Et en fait, on suit son histoire de quelques années avant qu'elle rencontre en gros le prince Charles jusqu'à leur mariage et après. Et on arrive proche de sa mort, mais sa mort n'est pas abordée. Et c'est vrai que ça, c'était peut-être un peu dommage, mais en même temps, je peux comprendre parce que c'est un peu compliqué entre ceux qui pensent que ça a été un complot et ci et ça. Enfin bon, je pense qu'on n'aura jamais totalement le vrai mot de la fin sur cette histoire, mais bref. Moi, à la base, ça m'intéressait parce que l'histoire de Diana Spencer, je la connaissais un peu, mais pas trop non plus. Moi, ce que je savais dans les grandes lignes, c'est que son mari la trompe, il ne l'aime pas, et elle est malheureuse, mais le public l'adore. Le peuple, en tout cas, l'adore, vraiment. Parce que c'est une personne qui est proche du peuple, contrairement à la royauté. Et la reine d'Angleterre la déteste. C'est que ça que je savais, grosso modo, de l'histoire. Et ce que j'ai donc bien aimé, c'est que ça permet d'en savoir plus quand même sur, justement, cette histoire familiale. Mais j'ai quand même pas trop aimé, dans le sens où en fait c'est la plume de l'écrivaine et le style narratif qui m'a dérangée. En fait, je pense que le fait qu'on ait la première personne du singulier pour ce type de biographie là, je sais pas pourquoi, mais c'est pas passé. J'arrivais pas à me dire bah c'est Diana Spencer qui est en train de me raconter sa vie. J'ai pas, en fait j'ai pas été convaincue, si on peut dire ça comme ça. Ça m'a dérangée, j'étais là en mode non, j'imagine pas en fait. Donc je pense que ça va peut-être mieux marcher si on avait eu un narrateur à la troisième personne, je pense. Et en plus de ça, ce qui m'a dérangé, c'est la façon dont l'histoire, enfin la biographie est construite. On n'a pas de chapitre. Donc en fait, on n'a que des paragraphes. Donc en fait, quand vous voulez vous arrêter dans votre lecture, vous vous arrêtez à la fin d'un paragraphe. Mais donc voilà, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de chapitre, en fait c'était assez... j'avais l'impression que c'était très décousu au final. Surtout qu'en plus, d'un paragraphe à un autre, on peut avoir une ellipse et passer à un autre moment ou un autre épisode. Et je sais pas, en fait, ce style un peu décousu, en plus avec une première personne, mais que j'ai pas trouvé assez convaincante, où j'ai un peu trop, en fait, moi, senti la présence, en fait, de Christine Orban derrière le jeu. Je sais pas, j'ai eu du mal et j'ai pas trop accroché. Je pense que pour au final mieux connaître l'histoire de Diana Spencer, j'aurais mieux fait peut-être de regarder un documentaire ou de lire, parce que là pour le coup c'est vraiment Diana au final qui parle, de lire son autobiographie qui a été faite. Alors j'ai oublié le nom du monsieur, mais en tout cas dans le roman c'est clairement mentionné quand elle a fait cette autobiographie là avec le journaliste. Mais donc à la limite ça m'intéresserait plus de lire. Après vous pouvez tester, peut-être que ça vous dérangera pas. Je vous dis, c'est très spécifique, mais ces points-là, moi, ils m'ont dérangé. Et enfin, dernière lecture, j'ai lu Moi, ce que j'aime, c'est les monstres d'Émile Ferris, qui est un roman graphique, et je vais le prendre avec moi parce que j'ai envie de vous montrer un peu les dessins, parce que j'ai beaucoup aimé le style. C'est très costaud, hein. Ça fait
C'était combien? 200 et quelques ou même plus? Non, c'était beaucoup plus que ça. Je crois que ça faisait quasiment 400 pages. Enfin bref, c'est costaud, c'est balèze. Mais les pages ne sont pas numérotées. Ça, c'est un truc qui m'a un peu dérangée, mais c'est pas grave. C'est pour l'immersion. Au moins, on a vraiment l'impression d'être dans le carnet de la petite euh, qui s'appelle Karen. J'ai plein de poils de chat dessus, si vous voulez. Par exemple, ah, vous marquez pas, j'ai tombé. Ça. Ou encore, parce que souvent, il y a des tableaux qui sont mentionnés ou dont l'écrivaine parle, bon, à travers le personnage de Karen évidemment, et elle les représente en fait, elle les dessine. Et j'adore le style en fait. J'aime beaucoup. Et pareil, il y a des couvertures de magazines qui sont représentées régulièrement. Et ça, je pense que c'est plus ou moins comme pour les comics, pour expliquer que ça y est, on passe à un nouveau chapitre. En fait, c'est un peu pour faire des chapitres, séparer les passages, pour aussi permettre au lecteur de savoir où s'arrêter. Surtout que, bah, comme je vous ai dit, on n'a pas de numérotation de page, donc ça peut être compliqué après de s'y retrouver, de se repérer. Mais bref, magnifique. Donc en fait, on suit Karen, qui est une jeune fille qui vit à Chicago dans les années 60. Et bon, à cette époque-là, il y a plein de choses qui se passent entre le Civil Rights Movement pour les Afro-Américains, l'après-guerre malgré tout. Enfin bref, à ce moment-là, il y a pas mal de mouvements, de choses qui bougent. Et puis, il y a aussi beaucoup de problèmes au niveau de la pauvreté et de la sécurité. Enfin bref. Karen, elle est un peu particulière parce que c'est une fille qui se considère un peu comme un monstre et qui est obsédée par ça d'ailleurs. Elle regarde tout le temps des films d'horreur, elle lit ces fameux magazines qui racontent des histoires d'horreur et fantastiques. Elle est obsédée par les créatures. Et elle, en fait, elle s'imagine un peu comme un loup-garou. Mais du coup, c'est un peu particulier parce que nous, le lecteur, tout le long, on la voit sous l'apparence en fait d'un monstre. Je vais vous montrer une image d'elle, par exemple. Vous voyez? Et en fait, on la voit que comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que sa voisine, qui est une Allemande juive, est retrouvée morte. Sauf que très vite, on comprend que ça n'a pas l'air d'être un suicide. On veut nous faire croire que c'est un suicide, mais elle a dû être assassinée. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en plus, cette voisine-là, Karen l'a croisée assez souvent et elle savait, par rapport à leurs échanges, leurs interactions, qu'elle était très bizarre et qu'il y avait des choses qui n'allaient pas trop. Qu'elle était un peu tourmentée notamment par un passé très difficile puisque elle vient de l'Allemagne et elle a connu la Seconde Guerre mondiale. Et donc en gros ce qui va se passer, si j'essaie de résumer parce qu'en réalité il y a plein d'intrigues dans l'intrigue au final, mais Karen va essayer, donc ça c'est la fameuse Anna, va essayer de un peu mener sa propre enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Et donc on va avoir un mélange un peu tout, c'est-à-dire qu'à la fin on va suivre la vie de Karen et donc ses propres problématiques à elle-même, son enfermement, sa relation avec autrui, avec sa propre famille, son frère, les histoires dans lesquelles il est, et en même temps donc les voisins, parce qu'il y a aussi tous les voisins qui sont mêlés à ça, mais Anna en elle-même, quel est son passé, qu'est-ce qui a pu lui arriver ou pas, quels sont les liens entre les différents personnages et entre les voisins entre eux, enfin bref. Et je vous avoue que je m'attendais... En fait, je sais pas à quoi je m'attendais en lisant ce roman graphique, mais j'ai été très surprise en le lisant. Mais j'ai bien aimé. En fait, c'est extrêmement sombre et c'est très particulier. Certains pourraient peut-être considérer ça comme un peu perché. Mais je sais pas, moi j'aime beaucoup. En plus, ça fait référence à des événements historiques. Et je sais pas, en fait, j'aime beaucoup parce qu'il y a de tout. Il y a un aspect très artistique, culturel, civilisationnel, puisqu'on parle aussi donc de la guerre mondiale, on parle de plein de choses. En fait, je l'aime beaucoup ce roman graphique-là parce que au final, je le trouve un peu éducatif en même temps et puis un peu engagé. Enfin, je sais pas quoi vous dire. Il y a tellement de choses que moi-même j'ai du mal à vraiment expliquer ce roman graphique parce qu'il est très particulier aussi. C'est space, hein. Enfin, certains pourraient considérer ça comme space, clairement. Et c'est surtout en fait Karen, la petite Karen, qui m'intéresse énormément, cette petite fille au final qui est pas si heureuse que ça et qui se voit elle-même comme un monstre, qui voudrait être un monstre, qui est très comment dire je sais plus comment dire en français, mais c'est un peu une comme sa famille d'ailleurs, enfin que son frère surtout, une outcast, comment on dit, je mettrai au pire le nom en français là, mais pour enfin le terme que je cherche. Mais je sais pas, j'ai beaucoup aimé. Je sais que le tome 2 est déjà disponible, mais j'aimerais bien en fait le lire en anglais parce que là en fait j'ai la version française, mais moi j'aimerais bien le lire en version VO. Je pense que ce serait encore une autre expérience. En plus, je vais bientôt aller
je vous raconte ma vie, mais on s'en fout. Mais je vais bientôt aller à Londres. Et à Londres, je vais chercher quelques bouquins, notamment pour la Greg. Mais je me dis, tant qu'à faire, je pourrais peut-être chercher celui-là, le tome 2. Peut-être qu'ils l'auront, notamment en occasion, parce que ça coûte sinon super cher. Je crois que ça coûte dans les... en équivalent 35 € ou encore plus, peut-être même 40 €. Enfin, je vous avoue que c'est quand même un sacré budget. Donc si je peux l'avoir d'occasion, ce serait mieux. Mais au pire, je le prendrai neuf. Mais vraiment, je voudrais le lire en VO, pas en français cette fois. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en fait, on est vraiment dans... D'ailleurs, elle est là, en fait, chercher une image d'elle. Mais elle est là, la petite. On est vraiment dans sa tête. Et donc, on est dans son univers qui est très particulier. Après, c'est l'univers d'un enfant aussi. Et les enfants à cet âge-là ont une imagination incroyable. Et donc... il y a des choses irréelles forcément, mais je sais pas, j'ai trouvé ça super intéressant d'être dans sa tête et entre ce qu'elle imagine mais qui n'existe pas réellement, son interprétation et aussi sa relation avec l'art puisque elle dessine tout le temps. De toute façon, c'est son carnet en fait, tout ça c'est elle qui le fait. Et puis même les œuvres d'art, puisque régulièrement on va avoir des œuvres d'art qui vont être mentionnées, mais elle va interagir avec. Enfin, je vous le recommande. Après, à mettre entre les mains d'adolescents, je pense pas. Enfin, ça dépend de l'âge. J'irai à partir de 16-17, ça peut. En dessous, ça risque d'être peut-être un peu choquant et trop dur en fait à comprendre parce que c'est un peu. Enfin, en fait, c'est tellement pas perché, mais particulier que pour la compréhension d'un enfant, ce serait compliqué. Et puis, c'est trop sombre aussi quand même. Les dessins en eux-mêmes parfois sont sombres. Ce qui est raconté parfois est très dur. Et il y a parfois un tout petit peu comment dire, de référence ou d'allusion sexuelle, mais c'est pas pornographique, c'est juste la vie de tous les jours, quoi. Des gens, ils sont en train de faire leurs affaires ou quoi. Bref. Mais donc, ouais, non. Minimum 16-17 ans, j'irais. Mais dans l'idéal adulte pour vraiment bien comprendre et parce que c'est très particulier en fait comme univers. Et voilà, c'est donc la fin de ce bilan lecture. Il y a un peu de tout et il y a eu des déceptions et à contrario presque des coups de cœur. Il y a vraiment de tout. N'hésitez pas dans les commentaires à réagir pour me dire justement si certains ouvrages vous intéressent ou pas, si vous les avez déjà lus ou pas. N'hésitez pas également pour me soutenir à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis même à partager mes vidéos. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.